Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat des voix de l'info. 2 thèmes au programme. D'abord, direction les États-Unis pour parler de Donald Trump 1 an après son élection. Mais au-delà des critiques récurrentes, de tout ce qu'on entend habituellement sur le président américain, on va essayer ce soir d'aller plus loin pour nous intéresser au public auquel parle le président américain, celui qui lui reste encore fidèle. En bref, les classes populaires versus les élites. Cette division que l'on retrouve aussi en France avec le débat à droite. Chez les Républicains, l'heure est à la refondation et le favori à la présidence du parti, Laurent Wauquiez, affiche sa volonté de partir à la conquête ou à la reconquête des classes populaires. Alors qu'est-ce que cela signifie en termes de ligne politique? On va en parler tout à l'heure. Le débat est à suivre. Vos réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Et d'abord, notre premier débat consacré donc à celui qui déboussole le monde, Donald Trump, mais qui parle à une certaine Amérique. Comme tous les jours, je suis entourée des Voix de l'Info. Alors, les Voix de l'Info d'aujourd'hui, c'est Frédéric Davy, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. À vos côtés, Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste en communication, fondatrice de l'agence Le Board. Jean-Sébastien Ferjou nous accompagne, bonsoir. Bonsoir Sonia. Fondateur et directeur du site d'information Atlantico. Et on accueille Jean-Éric Brana, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'Université de Paris 2 Assas, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Justement, Jean-Éric Brana, le président américain, il poursuit sa tournée asiatique. Il est en visite en Corée du Sud, une étape délicate, une étape sensible. Mais on voulait d'abord parler finalement de l'électorat encore de Donald Trump. Est-ce que ces classes populaires, est-ce que cette Amérique profonde encore, elle est derrière lui et contre l'establishment? C'est le plus extraordinaire, c'est qu'un an après son élection, ça n'a quasiment pas bougé. On a une stabilité dans les courbes, alors qu'on nous a dit 500 fois qu'il s'était écroulé. Mais à force de s'écrouler, il ne devrait plus rien rester dans la courbe. En réalité, les chiffres sont vraiment très très stables. Depuis le mois d'avril, on est quasiment à la même chose. 40% de négatifs, 55%, plutôt 55% de négatifs, 40% de positifs. Pourquoi? Parce que Donald Trump a pris une stratégie qui est de parler à sa base, uniquement à sa base, qui a foncièrement énervé l'autre camp, il faut dire, et plus ça a énervé l'autre camp, plus sa base était contente, et pendant ce temps-là, personne ne s'est senti dans l'impatience vis-à-vis de ce qu'il avait à faire ou ce qu'il faisait, et donc il n'y a pas pour l'instant, en tout cas, de déception pour ce président. Donc on est toujours dans un esprit de campagne, et c'est vrai qu'un an après, rien n'a changé, c'est le même président, toujours en campagne, avec la même rhétorique, et sa base adore ça. Et ça marche, hein, c'est ça qui est frappant, Jean-Sébastien Ferjou. Cela, c'est déroutant, parce que le président, quand même, c'est le pur produit aussi de cette élite, et malgré tout, il reste un outsider, il est vu, il est vécu ainsi, et nous, avec nos lunettes, j'allais dire depuis l'Europe et plus singulièrement en France, on n'arrive pas à le comprendre. Toujours pas. 1 an après, toujours pas. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a un changement de monde, justement. Il y a eu 2 présidents surprises l'année dernière qui n'étaient pas attendus, en tout cas par les élites. C'était Emmanuel Macron et c'était Donald Trump. Et en quelque sorte, ils sont sur des positionnements recto verso. Ce sont 2 présidents qui ont compris que leur pouvoir avait énormément diminué et que donc il fallait énormément parler pour convaincre qu'ils étaient en train d'agir. Maintenant, il y a une grande différence entre les deux quand même, c'est que Donald Trump, lui, est resté sur un socle de popularité qui est identique. Ce sont les mêmes gens qui avaient voté pour lui, sont toujours les mêmes gens qui le soutiennent dans les sondages, là où on voit qu'Emmanuel Macron est en train d'évoluer. Mais sur le point que vous souleviez sur les catégories populaires, ce ne sont pas que les Américains issus de catégories populaires ou défavorisés qui ont voté pour Donald Trump. C'est pas forcément le critère du revenu qui est pertinent en ce qui le concerne, c'est le critère du diplôme. Et effectivement, il y a des gens qui se sentent, parce qu'ils sont diplômés, et donc mieux armés pour faire face à une économie qu'on décrit beaucoup comme une économie de la connaissance. Et puis il y a des gens qui, eux, sont plus angoissés par l'avenir. Donald Trump, il leur a promis de mettre un terme au monde d'avant. Effectivement, c'est compliqué à faire, mais dans la mesure où il reste sur la même rhétorique, jusqu'à présent, ceux qui ont acheté cette promesse-là continuent à croire que peut-être ça sera possible. Et je pense ont enregistré en plus qu'il était de toute façon difficile de se battre contre l'establishment. Et regardez le titre de notre débat. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec cela. 1 an de Trump, la victoire entre guillemets des populismes, parce que ce mot, il provoque toujours beaucoup de réactions. Frédéric Dabi. C'est un mot quand même... Oui. Surtout, je partage ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on a un regard en France où on imagine que c'est une catastrophe d'opinion pour Donald Trump parce qu'on projette le regard que les Français ont sur Donald Trump. Une enquête IFOP de mai 2017, les bonnes opinions des Français vis-à-vis de Trump, c'est 11%. J'avais regardé des enquêtes IFOP assez anciennes sur Ronald Reagan. Il avait été très mal accueilli. Les Français étaient tous pro-Carter. Et puis, il y a eu une vague de sympathie extrêmement forte
Il y a eu aussi l'attentat dont il a été victime en mai 81. Et d'un autre côté, il y a eu un autre sondage fait en 84 où il avait une cote extrêmement forte parmi les dirigeants européens et mondiaux. Autre chose, cette mauvaise image de Trump a, je dirais, contaminé le regard des Français sur les États-Unis. Une question que l'IFOP pose depuis environ 20 ans. Est-ce que les Américains sont un allié sûr? Entre 2016 et 2017, 39 points de perdus. 39 points de perdus, ça ne s'est absolument jamais vu. Maintenant, du côté des Américains, c'est beaucoup plus stable, ça a été très très bien dit, sauf sur un point. Une enquête faite pour ABC et le Washington Post, il y a une critique qui monte très fortement, à 65%, il ne fait peu ou rien pour le pays. La critique de l'inaction, la critique de il bouge beaucoup, il tweet, mais quid des résultats pourrait être un point faible dans la perspective des prochaines élections de mi-terme. Justement, vous en parlez, on va le regarder, ce sondage, Frédéric Dabi, avec les critiques, en tous les cas, ce qu'on reproche à Donald Trump, vous l'avez cité. On accueille également avec nous pour ce débat André Berkoff, bonsoir, journaliste, bonsoir, Sonia. Éditorialiste, Sud Radio, Valeurs Actuelles. Vous avez vu le titre, André Berkoff, de notre débat, Trump, la victoire des populismes, entre guillemets. Je sens que ce terme va vous faire plaisir. Oui, le populisme, c'est le mot valise qu'on met à toutes les sauces. Voilà. Ça amuse, ça intéresse et ça fait bavarder. Plus sérieusement, est-ce qu'il parle encore et toujours à cette Amérique qu'on peut qualifier de profonde, à ces classes populaires et moyennes? Alors écoutez, je ne vais pas commencer avec Frédéric Dabi, la querelle des sondages. Ça fait depuis 1922 qu'on fait ça, donc on ne va pas continuer. Faites pas votre âge. Je rappellerai... Ça a commencé en 36, mon cher André, aux États-Unis. Comment il y avait des sondages avant? Oui. Gallup. Oui, non, c'est 36. C'est 36. Non, je voudrais dire simplement quelque chose. Je rappellerai quand même quels étaient les sondages avant l'élection de Trump, qui donnait évidemment à 99% Hillary Clinton gagnante. Donc, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est à peu près ça. Oui. Donc, il faut quand même toujours relativiser, on ne va pas revenir là-dessus. Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est ce mot populisme. Mais vraiment qu'on emploie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle à un certain peuple, nous sommes populistes. En fait, c'est la tentation de tous les gouvernants de faire, ce que disait Bertolt Brecht, dissoudre le peuple. Ce peuple nous ennuie, ce peuple, il nous embête, ce peuple ne comprend pas le camp du bien qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour vous. Et voilà, et ça suffit, c'est les protestations. Nous, on sait. Vous savez, c'est... voilà, arrêtez de foutre le bordel, vraiment, suivez-nous, nous sommes les sachants. Vous abordez le point central, finalement, du débat, Anne-Claire Ruel, parce que les admirateurs de Donald Trump, ils s'émerveillent qu'il dise ce que tout le monde pense et l'admire parce qu'il dénonce le système, le rejet des convenances, tout simplement, même s'il le fait avec excès, il parle, et ce n'est pas dit notre ami André Berkoff du populisme, il parle tout simplement à une classe des États-Unis, aux classes moyennes populaires. Oui, classe moyenne populaire, mais pas que. C'est ça qui est aussi un peu étonnant. C'est-à-dire que vous avez des ingénieurs dans le fin fond du Texas qui vont aussi voter évidemment pour Donald Trump, parce que ce qu'on oublie aussi assez fréquemment, c'est qu'il y a aussi une forme d'opposition entre les métropoles et évidemment le pays dans le sens plus rural. Ce qui est intéressant sur la forme, c'est que finalement la vulgarité est passée pour finalement une forme d'authenticité. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que l'impolitesse est perçue par les Américains comme une façon finalement de dire les choses et de parler vrai, ce qui est affirmé. Et avec la parole un peu performative d'un Trump, justement dire ses faire aussi d'une certaine façon. Et les gens l'attendent un peu sur les actions. Mais c'est vrai que les chiffres sont un peu étonnants. Votre sondage du Washington Post, peut-être qu'ils vont même être confortés parce que vous savez que demain on aura les résultats des élections dans 2 États qui sont des États majeurs et qui sont la Virginie, et voilà pourquoi on en parle, New Jersey, voilà. Et normalement, majoritairement, enfin je parle sous contrôle, mais normalement ils sont toujours assez. Donc il est de coutume de voter 1 an après l'élection présidentielle et normalement à chaque fois ces États se prononcent contre le président en place. Conf Obama en 2009. Que se passera-t-il demain ? Que se passera-t-il demain ? On voit que le démocrate est plutôt assez mal en point. Il n'arrive pas justement à parler à cette Amérique rurale, blanche, qui voilà. Vous la décrivez ainsi, c'est le profil type, cette Amérique-là, à qui il parle, Donald Trump. C'est important parce que ça sera plein d'enseignements aussi pour la France et ce qui se passe en ce moment dans notre paysage politique. Jean-Éric Brana, est-ce que c'est une classe qui est pas forcément populaire, mais qui est conservatrice
plutôt, comme l'a dit Anne-Claire Ruel, blanche? Non, pas tout à fait, parce que je crois qu'il faut s'inscrire un petit peu avant dans une Amérique qui était sous Obama et qui n'a pas forcément accepté Obama. Et c'est vrai qu'on a eu une racialisation des Blancs américains qui n'ont pas accepté qu'à un moment, on parle plus à une Amérique noire, on va le dire comme ça pour faire simple. Je m'étends un peu plus dans le livre, on va y aller un peu rapidement, et qui a réagi face à cette élection de Barack Obama, qui était un révélateur de quelque chose qui n'allait plus. Par exemple, il y avait de la discrimination à l'entrée des universités, puisque c'était des lois qui venaient des années 60, discrimination positive, pardon, bien sûr, mais que les Blancs ont ressenti comme une discrimination tout court. Il y a eu des luttes quand même assez célèbres et qui se sont terminées d'ailleurs pendant cette campagne avec une décision de la Cour suprême qui leur donnait tort. Et alors là, on arrive à ce mot populisme. Moi, je l'accepte, le mot populisme, parce que dans un contexte américain, il n'est pas tout à fait le mot français. Ce n'est pas une insulte qu'on va lancer aux gens quand on dit populisme. Tous les présidents, tous les derniers ont été populistes. Vous savez, Clinton a écrit un livre dans lequel il expliquait que c'était le pouvoir du peuple, donc on était vraiment dans le populisme. Mais Donald Trump a quelque chose de plus, c'est que lui, il parle comme ses électeurs. Donc, je ne sais pas s'il y a que de l'insulte. Il y a de l'insulte, mais il n'y a pas que ça. Oui. Ça en fait partie. Il parle comme eux, mais je crois qu'il va encore plus loin. Il pense comme eux. Ce qui est là, par contre, assez redoutable en termes politiques, parce que je crois qu'il est réellement en phase. J'ai souvent dit pendant la campagne, c'était comme au café, le type que vous voyez à une table et qui se met à vociférer absolument sur tout, mais parce qu'il l'a entendu de la part de tout le monde. Et il y a une caisse de résonance. Et Trump a fait ça. C'est une éponge. Il a fait ça au niveau national et ça a fonctionné cette fois-ci. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou? C'est un peu cela. C'est aussi un révélateur au sens que il vient peut-être aussi, il révèle la crise de nos sociétés occidentales, Donald Trump. Il révèle certainement où il en est le symptôme, effectivement, de la crise, on en a parlé, de la montée des inégalités, et André le rappelait aussi, d'un peuple qui est un peu excédé par la vision de catégories dominantes qui lui font des promesses, dont à l'arrivée on voit qu'elles ne sont pas tenues, parce que c'est pas juste pour le plaisir de flatter de bas instincts. Regardez l'épidémie d'opioïdes qu'il y a à l'heure actuelle aux États-Unis, qui fait des ravages, mais dans des proportions redoutables. Et quand on se rend compte que les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent ces médicaments-là savaient qu'ils allaient créer des dépendances et que ça fait un taux de mortalité absolument délirant chez les hommes blancs, notamment dans cette Amérique plus profonde ou pas profonde d'ailleurs, parce qu'il y a des États qui étaient assez industrialisés, mais qui justement sont en crise maintenant. Je crois que Donald Trump, parce que c'est pas les 1 an de son entrée au pouvoir, ce sont les 1 an de son élection. Il est arrivé en janvier, donc sur la perspective qu'on peut avoir de son bilan, ça peut aussi permettre de relativiser les choses, parce qu'il y a une autre bataille qu'il est en train de mener sur le fond, on verra bien dans les élections de demain, effectivement, c'est avec l'ève de Steve Bannon, qui était son éminence grise, qui est sorti de la Maison-Blanche, mais ils sont en train de tuer l'establishment du Parti républicain. C'est-à-dire, il ne s'est pas juste contenté de se faire élire à la Maison-Blanche, c'est qu'il sait que pour pouvoir gouverner, parce qu'aux États-Unis, le Congrès, ça a son importance, c'est pas juste des députés qui sont là pour faire plaisir à un président qui les a amenés au pouvoir. Les sénateurs ont énormément de pouvoir aux États-Unis. Ils sont en train d'éliminer les uns après les autres tous ceux qui s'opposent à eux. Il y a eu une victoire en Alabama il y a peu de temps d'un candidat, mais alors lui, il est conservateur, le mot est faible pour le décrire. Roy Moore. Voilà. Et cette bataille-là est en train d'être menée. Il ne faut pas la sous-estimer parce que bien sûr qu'en l'état, Donald Trump n'a pas fait passer beaucoup de législation, mais il est en train de se donner les armes pour pouvoir faire plus ensuite. Et je pense que son électorat prend cette bataille-là. Mais attendez, on va beaucoup plus loin que je vais aller beaucoup plus loin que Jean-Sébastien Ferjou. Est-ce que c'est possible? Il a esquissé les choses. Oui, c'est possible. Oui. C'est un modéré, Jean-Sébastien, c'est pour ça qu'on l'aime. En fait, non mais ce qu'il a esquissé, ça va aller très loin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Steve Bannon a quitté la Maison-Blanche, mais Steve Bannon reste l'opérateur derrière. Et Steve Bannon est en train de réaliser quelque chose de tout à fait fascinant, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, c'est que dans les prochaines élections du midterm, qui vont se passer donc en 2018, eh bien, il va avoir contre les candidats républicains de l'establishment. Il va y avoir des candidats, je ne sais pas comment ils vont s'appeler, trumpistes ou pas, peu importe, et comme celui de l'Alabama, parce que Trump avait pris le modéré républicain. Et en fait, c'est l'autre qui a gagné. Ça, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer. Pourquoi? Parce que toute l'idée de base, c'est, rappelez-vous, quand ils disaient dry the swamp, assécher le marigot. On veut assécher le marigot. Ça veut dire que tout... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Mueller, Comey, la CIA, le FBI? Toutes les choses ce qu'on appelle le deep state, l'état profond, sont en train d'être mis en question par Trump
et son équipe. Est-ce qu'il va y arriver? C'est vraiment les travaux d'Hercule. Oui, mais c'est le défi. Enfin, voilà. André Berkoff et Jean-Éric Brana, vous qui suivez vraiment régulièrement la politique américaine, quand vous voyez, depuis ces derniers temps, et depuis d'ailleurs son élection, les critiques qu'il y a en France, en Europe, vis-à-vis de Trump, comment vous les percevez, ces critiques? Est-ce qu'on n'a pas compris le personnage? Est-ce qu'il nous déroute trop? Est-ce qu'on n'accepte pas son populisme, qui n'est pas un mot tabou pour vous? Jean-Sébastien l'a dit tout à l'heure, je crois que le reste du monde n'a pas compris qu'on était dans un nouveau monde et qu'effectivement Et qui l'a compris? Donald Trump? Je veux dire, on n'a pas compris que Donald Trump était au pouvoir et Donald Trump a une autre façon de faire. Oui, on va prendre un tweet du 17 juillet, par exemple, dans lequel il revient sur une critique régulière. Alors, ce serait plutôt vous que ça intéresserait, c'est sur sa façon de tweeter. Et on dit tout le temps, c'est pas présidentiel. Et il a répondu le 17 juillet, il a dit, c'est pas présidentiel, c'est du présidentiel moderne. Autrement dit, vous n'avez rien compris. Et il dit à chaque fois, mais la critique que vous m'adressez, c'est une critique qui s'adresse à ceux d'avant. Par exemple, actuellement, il est de bon ton de dire, il n'a pas remplacé ou il n'a pas fourni les postes qui sont à fournir et que tous les présidents mettent en place. Mais il lui répond, vous savez, je trouve que l'administration est trop lourde et je veux la diviser par 3. Donc, je ne remplace pas les gens qui doivent y être, donc je laisse assécher l'administration pour pouvoir l'éliminer. Effectivement, il essaie de changer le Washington de l'intérieur, de nettoyer le bourbier, le marigot, on l'appelle comme on veut. Il essaie effectivement de virer l'establishment du pouvoir parce que c'est la seule façon de fonctionner à son avis. En réalité, ce qui l'embête, ce sont les institutions américaines qui sont faites pour aller très lentement. Les pères fondateurs ont écrit des institutions qui demandent beaucoup de temps pour avancer. Et lui, c'est un businessman qui a l'habitude de claquer des doigts, ça arrive, et il a envie que ça aille beaucoup plus vite. Donc il dit, il faut changer tout ça. Et ça va être ça, c'est la vraie limite de Donald Trump en réalité. Il va s'apercevoir que 4 ans, c'est pas suffisant. Barack Obama a eu le même problème, mais Barack Obama n'a pas eu le temps avec 8 ans non plus. Et Donald Trump n'aura pas le temps. Barack Obama, ça, c'est pas notre débat. Mais comme on est sur Trump ce soir, on va rester sur Trump. Mais je suis quand même frappée par ce que vous dites, Jean-Éric Brana. C'est-à-dire que quand même, aux yeux de certains, Donald Trump, c'est le nouveau monde. C'est ainsi que ça fonctionne. Derrière les excès, derrière les insultes, derrière tout ce que nous critiquons parfois et nous observons, il y a une véritable stratégie qui s'esquisse. Je ne sais pas si, justement, j'ai peut-être une question à vous poser. Est-ce que c'est vraiment le nouveau monde? Parce qu'il a été souvent critiqué, notamment par la prix Nobel littéraire Toni Morrison, qui dénonçait derrière le Make America Great Again, c'était Make America White Again, justement sur cette idée de fracture raciale. Donc ça, c'est quand même assez ancien monde, finalement. Alors, est-ce qu'il a une forme de communication qui est le président normal, effectivement, l'identification à ses électeurs et la communication qui passe par là, mais il est quand même assez réactionnaire dans... Qui répond? Peut-être André Berkoff? Je voudrais y répondre. Je crois que, attendez, avant la querelle du nouveau et de l'ancien monde, je ne sais pas si c'est nouveau ou ancien monde, il faudrait quand même dire quelque chose par rapport à Twitter. Pourquoi il fait tellement de tweets? Et il l'a dit avant et après. C'est parce que 95% de la presse est contre lui. Lui, ce qu'il veut dire, c'est comme la presse, à tort ou à raison, je dis pas, mais la presse dit des mensonges contre moi, les 90% de la presse, l'établissement dit des mensonges, donc moi, je corrige par Twitter. Moi, je me rappelle ce qu'il m'avait dit, c'est Instagram, Twitter et Facebook. Ce sont mes armes. Ah, parce que vous avez été le premier à le... Avant, c'était dans la campagne. Mais il avait dit, moi, mon âme. Il vous l'avait déjà dit. Non, mais 1922, regarde, quand la jalousie frappe André Berkoff, il vous l'avait déjà dit. Il vous l'avait déjà dit que les réseaux sociaux, c'est une forme de contre-pouvoir pour lui qu'il allait utiliser. Absolument. À partir du moment où la presse, et je l'ai vu dans les meetings, était contre lui, et vraiment violemment contre lui, il répond là. Mais je voudrais dire autre chose par rapport au nouveau monde, l'ancien monde, au business. Je pense ce que disait Jean-Éric Brana. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite. Vous dites, ces lois, qu'est-ce que ça a à voir? Non, on en a fait un débat hier. Salman. Oui. Mais Salman, rappelez-vous, qui était la semaine dernière en Arabie Saoudite, Jared Kushner, qui était, il y a 3 mois, Donald Trump, qui a envoyé aujourd'hui un tweet en disant « Bravo, Prince Salman, vous êtes en train d'assécher votre marigot Ariane. Oui. » Qu'il y ait les États-Unis derrière l'Arabie Saoudite, vous nous apprenez rien. Donc, pardon, André Berkoff. C'est pas que je vous apprends, c'est pour vous dire comment il réagit et comment il travaille. C'est pas l'information. Je crois que le nouveau monde dont on parle, après, la nouveauté n'est pas forcément souhaitable. Ça, c'est une toute autre question, effectivement. Merci. Mais le nouveau monde, c'est que Donald Trump a pris en compte la lamination des classes moyennes. Quand on regarde le taux d'emploi aux États-Unis, pas le taux de chômage, mais le taux d'emploi, c'est-à-dire les gens en âge de travailler qui sont effectivement en train de travailler ou de chercher un emploi, on revient à peine au niveau de la crise d'avant 2008, alors que la population a
continuer à augmenter la population américaine dans l'absolu. Donc la crise de 2008 a fait des ravages qu'on continue à ne pas mesurer les classes moyennes beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'en Europe on a des États-providence avec tout un tas de filets, et tant mieux, réjouissons-nous pour les gens qui sont concernés. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus brutal, et c'est ce nouveau monde-là qu'il a pris en compte, parce que on y faisait référence tout à l'heure, les institutions américaines, elles ont été construites pour fonctionner avec des classes moyennes. Il n'y avait pas d'aristocratie aux États-Unis, il n'y avait pas d'ancien monde, il n'y avait pas de gens avec des privilèges. Ni de prolétariat. Ni de prolétariat d'ailleurs, ou alors c'était des esclaves ou des Indiens qu'on avait complètement exclus de la société américaine. Donc l'esprit des institutions américaines, la stabilité de la démocratie américaine repose sur l'existence de classes moyennes. Le problème, c'est que dans le nouveau monde dans lequel on vit, encore une fois, on n'est pas obligé de s'en réjouir de la nouveauté, mais c'est comme ça, ces classes moyennes-là ne sont plus là. Et c'est ça que Donald Trump a très bien compris. Il a très bien compris qu'il y avait des gens qui étaient dans l'angoisse, qui voyaient à l'inverse un establishment qui, lui, a continué à prospérer envers et contre tout. On a vendu aux Américains un certain nombre de choix politiques, y compris en matière de politique étrangère, parce que Donald Trump s'est aussi élevé contre ça. Je pense que là, il est d'ailleurs en train de perdre la bataille sur le front des néoconservateurs, parce qu'il est en train de revenir, ça, on en parlera, mais vous dites quand même... une politique plus traditionnelle. Mais en tout cas, lui a bien enregistré cette nouvelle réalité politique. Jean-Éric Brana. Moi, je voulais rajouter qu'il faut aussi penser, quand on pense à Donald Trump, que la lecture, elle est multiple. Si on met rapidement Toni Morrison, il ne faut quand même pas le faire aussi rapidement. Ça mérite un petit peu plus de réflexion, je crois. Effectivement, les Noirs vivent une situation très difficile aujourd'hui, mais pas que. Pensez être mexicain aujourd'hui aux États-Unis, je peux vous assurer que c'est quelque chose. J'ai personnellement un ami qui vient de s'installer à Miami. Il n'a qu'une envie, c'est de retourner au Mexique parce qu'il souffre du racisme à Miami. Bon, à Miami, vous allez dire, les Mexicains ont toujours souffert du racisme puisque ce sont surtout des Cubains, mais la société est très violente aujourd'hui. Des Cubains envers les Mexicains. Absolument, oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Mais c'est vrai que la situation est très difficile aujourd'hui pour les communautés, à tel point qu'on ne les entend plus. Et je vous fais remarquer que la grande différence entre ce qui se passait sous Obama et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Noirs américains, vous n'avez jamais une manifestation de masse ou une protestation dans la rue. Pareil pour les autres communautés. Ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être interpellé aujourd'hui et se poser des questions. Pour faire une transition avec notre prochain débat, est-ce que Frédéric Dabi, Donald Trump est un exemple pour certains en France? Et là, vous me voyez venir avec cette question, puisque les détracteurs de Laurent Wauquiez dénoncent sa Trumpisation. Oui, on disait aussi que Nicolas Sarkozy, pendant la primaire, se trumpisait et faisait une campagne à la Trump. Maintenant, on en parlera un petit peu après. La vraie difficulté pour la droite, c'est cette perte totale de contact et d'audience du côté des classes populaires. Et la droite aujourd'hui existe parce qu'elle continue à faire le plein dans ses segments traditionnels. Ça, on va en parler. Vous êtes d'accord? Il y a une Trumpisation. Il y a en tous les cas... Ça vous fait rire déjà Oui, ce que j'adore, c'est ça, il y avait la lepénisation des esprits, la trumpisation des esprits, il y aura la vauquierisation des esprits. Le problème n'est pas là. C'est que le problème, regardez la différence. Sachant d'ailleurs que le Front National prend ses distances avec Donald Trump. Oui, mais bien sûr. Non, mais je le dis. Il n'a jamais reçu Marine Le Pen, donc le problème... Lui-même a pris ses distances depuis longtemps, n'est-ce pas? Très longtemps. Non, mais le problème, juste un mot. La comparaison, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, regardez les primaires américaines à la télévision et les primaires françaises à la télévision. Quand Donald Trump, devant 30 millions de téléspectateurs, dit à Jeb Bush, tu ne seras jamais président parce que tu n'as pas d'énergie, tu as low energy, et dit à Marco Rubio, tu ne seras jamais président parce que tu as les mêmes watts, et parce qu'un président qui a les mêmes watts ne peut pas être président des États-Unis. Regardez ensemble deux personnes comme Sarkozy et Juppé, qui s'adorent comme chacun sait. Cher Nicolas, cher Alain. Comprenez? Vous avez des zombies qui étaient là devant 3 journalistes et qui font les zombies. Voilà pourquoi votre fille est muette. Vous êtes pour le spectacle à l'américaine. Mais je suis pour dire les choses comme elles sont et dire les sentiments comme ils sont. Voilà. On va continuer à en parler. Juste un mot sur la trumpisation des esprits, parce que moi je trouve qu'il faut s'abstenir en permanence de ce genre de qualificatif, parce que ça n'est qu'une manière... S'il s'agissait juste de décrire une réalité, pourquoi pas, mais ça n'est pas utilisé pour décrire une réalité, c'est uniquement utilisé pour délégitimer les gens qu'on accuse d'être lepénisés, trumpisés ou vauquierisés, ou je ne sais quoi isés. C'est comme si d'un côté il y avait les raisonnables qui, comme par hasard, représentent le point de vue des élites, et bien souvent des élites financières, et puis tous les autres qui seraient dans je ne sais quelle isation.
et dont il faudra absolument empêcher la parole. Non, on peut contester évidemment la politique de Donald Trump ou celle de Laurent Wauquiez ou celle de qui on veut, mais faisons-le sur des terrains pas politiques, pas en empêchant les gens de parler au motif. Eh bien, on va le faire justement parce que retour en France, Trumpisation ou pas, on va surtout parler de ce qui se passe chez les Républicains. L'heure est à la refondation. Le favori à la présidence du parti, Laurent Wauquiez, affiche sa volonté de reconquérir, puisque nous venons d'en parler, messieurs, les classes moyennes et populaires, mais cette fois-ci en France. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes de ligne et de stratégie politique? On va en parler dans quelques instants. Le temps de vous remercier, Jean-Éric Brana et André Berkoff. Merci pour ce débat.